Une séparation, c'est toujours une épreuve. Mais quand il y a un enfant au milieu, la priorité absolue, c'est de protéger son équilibre. C'est justement tout l'objectif ici. On va essayer de démystifier ensemble la démarche auprès du juge aux affaires familiales, le JAF, pour poser un cadre qui soit à la fois stable et protecteur. Alors, comment on fait quand on se sépare et qu'il n'y a pas d'accord officiel? Comment être sûr que l'intérêt de l'enfant passe avant tout et que les droits de chaque parent sont bien définis, bien sécurisés? Eh bien, la réponse, elle passe par une démarche bien structurée devant le JAF. Voici le programme. On va d'abord voir comment sécuriser la situation juste après la séparation. Ensuite, on verra pourquoi la médiation, c'est une étape vraiment clé. Après ça, on va plonger dans le concret, la préparation du dossier JAF, comment on argumente une demande de résidence alternée, et pour finir, comment réagir face à un refus de communication. Allez, on y va. Première étape donc, sécuriser la situation. Pourquoi c'est si capital? Tout simplement parce qu'un accord à l'amiable, même s'il a l'air de bien marcher au début, d'un point de vue juridique, c'est un peu une zone de flou. Sans jugement, c'est simple. L'autorité parentale est conjointe, donc les droits sont égaux. Le problème, c'est que rien n'est opposable légalement. Un parent peut très bien décider, tout seul, de ne pas ramener l'enfant. Et là, en cas de conflit, il n'y a aucun recours immédiat. Les forces de l'ordre ne peuvent rien faire car elles ne peuvent pas faire appliquer un accord qui n'existe pas aux yeux de la loi. Tout ça, bien sûr, ça plonge l'enfant dans une grande instabilité. C'est précisément là que le juge aux affaires familiales intervient. Le JAF, c'est le magistrat qui va mettre noir sur blanc toutes les modalités de la séparation. Où l'enfant va vivre, comment s'exerce l'autorité parentale, la pension alimentaire. En fait, il crée un cadre légal, un cadre stable, et surtout, un cadre qui a force de loi. C'est ça la vraie garantie de sécurité pour tout le monde. Avant même de penser au tribunal, il y a une étape qu'on oublie souvent, mais qui est juste essentielle, la médiation. C'est vraiment la première porte à pousser. Ce tableau est très parlant. Il montre bien la différence d'état d'esprit. La médiation, c'est la recherche du dialogue pour essayer de construire ensemble un accord sur mesure qui colle à la situation de la famille. C'est bien plus rapide et bien moins cher. La procédure judiciaire, elle, c'est souvent l'affrontement et ça se termine par une décision qui est imposée par une tierce personne. Le juge va trancher, oui, mais il ne va pas forcément réparer le lien entre les parents. Et attention, ce n'est pas juste une suggestion. Le point qui est vraiment crucial ici, c'est que dans beaucoup de tribunaux, c'est devenu obligatoire d'essayer la médiation avant de pouvoir saisir le juge. Bon, il y a des exceptions évidemment, surtout en cas de violence, mais le message de la loi est clair, on privilégie la recherche d'un accord. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Le côté pratique. Comment on prépare son dossier pour le JAF. Et ça, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la démarche. Voici le document central, la pièce maîtresse, le fameux formulaire CERFA numéro 1130. C'est avec ce document qu'on va formuler officiellement ces demandes au juge. Il faut le remplir avec une précision d'horloger parce qu'un juge ne se prononcera que sur ce qui est demandé explicitement dedans. En gros, la préparation se fait en 3 grandes étapes. D'abord, le plus long, rassembler tous les papiers. Ensuite, remplir ce fameux CERFA avec le plus grand soin. Et enfin, envoyer le dossier complet en recommandé avec accusé de réception au greffe du bon tribunal. Alors, les pièces obligatoires, le socle de base de n'importe quel dossier. Il faut des copies intégrales des actes de naissance récents, c'est-à-dire de moins de 3 mois, pour les parents et pour les enfants. Il faut aussi une copie de l'acte de mariage ou du livret de famille, une pièce d'identité et bien sûr les copies des jugements précédents s'il y en a déjà eu. Ensuite, il y a les documents à ajouter en fonction de ce qu'on demande. Pour tout ce qui touche à l'argent ou à la résidence, il va falloir des justificatifs de domicile, le dernier avis d'imposition, les 3 derniers bulletins de salaire, les preuves des charges comme le loyer, les factures, et si on demande de changer quelque chose qui existait déjà, il faut prouver qu'il y a eu un changement de situation. D'ailleurs, fournir un planning de garde bien détaillé, c'est toujours une excellente idée. On passe à un point qui est souvent au cœur des débats, la demande de résidence alternée. L'approche pour formuler cette demande, elle doit être entièrement tournée vers une seule et unique chose, l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça, c'est pas une opinion, c'est écrit noir sur blanc dans la loi, dans le code civil. Le seul critère, c'est l'intérêt de l'enfant. Toute l'argumentation doit s'articuler autour de cette boussole. Il ne s'agit pas d'une question d'égalité de temps pour les parents, mais de bien-être et de stabilité pour l'enfant. Alors, le juge, il se base sur quoi pour évaluer cet intérêt? Il y a plusieurs critères. L'âge de l'enfant, par exemple, c'est important. Pour les tout-petits, les juges préfèrent souvent une mise en place progressive pour respecter leur rythme. La proximité géographique des logements, c'est quasi indispensable. La capacité des parents à communiquer, même un minimum, c'est crucial. Et bien sûr, les conditions d'accueil et la recherche de stabilité pour l'enfant sont fondamentales.
On va maintenant aborder une situation qui est malheureusement fréquente et qui peut être très destructrice, le refus total de communication de la part de l'autre parent. Ce chiffre, il est assez parlant. 42% des parents séparés font face à un mur du silence. Ce n'est donc pas une situation anecdotique, c'est un vrai problème de fond dans les séparations qui tourne mal. On voit bien ici le grand écart qu'il peut y avoir. D'un côté, la loi pose un principe d'autorité parentale conjointe, ce qui implique de décider à deux et de partager les infos importantes. De l'autre, la réalité vécue par beaucoup, c'est un blocage total, parfois en passant par des intermédiaires qui ne font qu'envenimer la situation. Ça devient une véritable entrave à l'exercice de ces droits de parents. Il y a un point juridique important à avoir en tête. Bloquer le numéro de téléphone de l'autre parent, ce n'est pas un geste anodin. Ça peut être considéré comme fautif. Pourquoi? Parce que si ce geste empêche concrètement d'exercer l'autorité parentale, par exemple en cas d'urgence médicale ou pour une décision importante sur l'école, ça devient un obstacle illégitime. Face à ce genre de situation, le JAF a des outils. Il peut par exemple ordonner une médiation. Il peut aussi imposer des solutions très concrètes, comme une application de coparentalité ou un cahier de liaison, pour forcer la communication factuelle. Il peut aussi définir des règles de communication très précises dans son jugement, ou même lier le mode de garde à un suivi pour apaiser le conflit. Donc, si on devait résumer, les 3 piliers pour une démarche réussie devant le JAF, ce sont un dossier solide, bien complet et factuel, une communication qui reste centrée sur les besoins de l'enfant et pas sur le conflit parental, et garder, toujours en permanence, l'intérêt de l'enfant comme seule et unique boussole. La décision du juge, c'est une étape, c'est une structure nécessaire. Mais la vraie question, celle qui se pose pour l'avenir, c'est, une fois le jugement rendu, comment on arrive à construire une coparentalité qui fonctionne et qui tient dans la durée, pour le bien-être de l'enfant.